Bonjour, parlons un petit peu de la retraite, hein. J'ai lu un truc il y a pas longtemps, là, c'est dans Alternative économique. Il expliquait que pendant le premier quinquennat de monsieur Macron Emmanuel, le gouvernement a offert pour 80 milliards d'allègements de charges et d'impôts. Ah, bon, bah, toi, tu l'as pas vu passer, hein. Non, non. Et déjà, les classes plus aisées, et puis surtout les très grosses entreprises et les très grosses fortunes, surtout avec la suppression de l'ISF ou le résidu de pseudo-ISF qui reste maintenant, qui a été complètement vidé de son sens. Voilà. Donc c'est des cadeaux, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Il y a de l'argent, on offre. C'est plaisir d'offrir, joie de recevoir, voilà. Par contre, pour les pauvres, eux, ceux qui n'ont pas d'argent de côté, le gouvernement, ils ont pensé à eux aussi, hein. Ils ont tiré de 5 à 95 euros par dossier d'APL. Les gens, ils n'en ont retenu que 5, mais c'est jusqu'à 95 euros de moins, selon les dossiers. Donc, et ça, déjà, c'est pas un cadeau, là, vraiment. Et puis, ils ont quand même récupéré plus de 3 milliards sur les chômeurs. C'est-à-dire que la réforme du chômage, c'est l'État a diminué de 3 milliards l'aide aux chômeurs. Voilà. Ça a mis, j'avais vu un article là-dessus dans Alternative économique également, ça a mis directement 800 000 personnes en plus sous le seuil de pauvreté. Voilà. C'est des réformes de société, on va dire. Pour les pauvres, eux, ceux qui n'ont pas d'argent de côté, ben eux, la retraite, par contre, on va leur dire que on va baisser les pensions, hein, parce que la réforme, ça prévoit d'avoir une durée de cotisation rallongée et en plus de partir à 64 ans. Donc déjà, tu vas partir plus tard, déjà, il faut tenir le coup. Hein, déjà, à 62 ans, dans les métiers les plus difficiles, il y a déjà un quart des personnes, hein, un quart, oui, 25%, qui sont déjà décédés à l'âge de la retraite. Donc c'est un peu con, hein. Et puis après, les carrières continues, comment te dire, ces gens-là, ils vivent dans quel monde, là? Elles sont où les carrières continues? Déjà, les jeunes, ils n'ont pas de carrière continue, les moins jeunes non plus, et les vieux non plus, parce que déjà, à 55 ans, il y en a beaucoup qui sont sur le marché de l'emploi en train de chercher de l'argent. Donc c'est complètement délirant. Les gens ont la garantie qu'ils auront une pension diminuée. Et ils sont en train d'agiter le gouvernement, leurs 1200 euros de pension, etc. Ça concerne très peu de personnes, ce sera l'exception. Et en fait, quasiment personne l'aura. Et ceux qui auront 1200, ce sont ceux qui auraient de toute façon eu une retraite à 1100 et vont gagner 1200. Quoi, voilà. Donc c'est vraiment du gros foutage de gueule. Surtout qu'en plus, il y a plein d'autres voies pour financer la retraite. Parce que les retraites, c'est un vrai projet de société. C'est pas juste comme ça de l'arithmétique ou des mathématiques. On peut faire autrement et on peut payer des retraites de qualité, même à 60 ans si on le veut. C'est un choix de société. Et c'est sur ce terrain-là que le gouvernement ne veut pas aller, justement parce que ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'argument, hein. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que ça a plein d'applications derrière. Par exemple, si les gens partent plus tard à la retraite, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les bénévoles dans les associations, ce sont très majoritairement des personnes qui sont à la retraite. Or, les associations, c'est un secteur qui est très important en France, qui emploie des personnes, qui est actif et qui justement fait partie de l'économie. Or, ce secteur-là, il va être complètement impacté de manière négative par cette réforme, puisqu'il y aura moins de retraités pour aller dans les associations. De la même manière, les retraités, c'est souvent des grands-parents pour la plupart, et ces grands-parents, ils vont aider à la garde des enfants, par exemple. Donc, si les jeunes parents ou les jeunes couples ont envie d'avoir des enfants, ils n'auront plus moyen de garde ni dans la famille, ni financièrement, puisque ça coûte cher de faire garder des enfants. Donc, ça peut aussi avoir un impact sur la natalité. Voilà. Tous ces mécanismes, tous ces liens de corrélation, de conséquences, n'ont pas du tout été étudiés. Il y a un truc qui est très clair, c'est qu'il y a plein d'autres solutions possibles. Plein d'autres solutions possibles. Alors, il y a des gens qui disent, ah, tiens, on va augmenter les salaires. On va mettre, par exemple, le SMIC à 1600 euros. Personnellement, je ne suis pas forcément sûr que ce soit la meilleure méthode parce qu'il y a des petites PME, PMI, TPE et TPI qui sont pas forcément en très grande forme tout le temps et que leur augmenter tous les salaires, ça peut les mettre en difficulté. Une grande entreprise, il n'y aura pas de problème, mais bon. Il y a peut-être une autre solution que de faire ça, c'est de se poser la question de la répartition de la richesse. On sait que la richesse, elle est produite par tous. Elle est produite déjà par l'État, qui garantit la sécurité des biens et des personnes, qui amène aussi la matière grise sur le marché, puisque l'État, il y a l'éducation nationale, hein, qui forme les gens. Voilà, donc ça participe à la création de richesse. Il y a aussi la richesse, c'est tout ce qui est service de secours, les pompiers, les ambulances, etc. S'il y a un accident du travail, etc., c'est l'État qui va intervenir très massivement. Voilà, donc ça, c'est la création de richesse. Il y a toutes les associations, les entreprises elles-mêmes, bien sûr, les gens qui vont amener de l'argent dans l'entreprise, qui vont participer à la création de richesse, et surtout les salariés, les gens qui travaillent dans l'entreprise, qui amènent, qui transforment les choses, qui amènent de la valeur ajoutée et qui donc participent à la richesse. Or, il n'est pas normal que tous les gens qui participent à la richesse n'aient pas un retour sur cette création de richesse. Donc, on pourrait très bien se dire, tiens, une entreprise qui a un bénéfice, on peut lui dire de mettre 20% de son bénéfice de côté, d'accord?
hein, très simplement. Et puis cette somme-là, elle en prend la moitié, et puis elle calcule un taux horaire par rapport au nombre d'heures qui ont été travaillées l'année d'avant, et puis l'année suivante, elle le réintègre avec un taux horaire dans le salaire brut des gens qui travaillent pour elle, de tous les salariés. Voilà. Ça veut dire que ça va générer des charges, notamment des charges pour la retraite, d'accord? Et ces charges-là, l'entreprise a de quoi les payer, puisqu'elle a l'autre partie des 20% qu'elle a mis de côté, d'accord? Pour payer tout ça. Donc du coup, ça va augmenter les salaires des personnes de manière automatique dans toutes les boîtes qui font des bénéfices, et en même temps, ça va payer des charges en plus pour la retraite. Ça, c'est un premier acte qui est super intéressant, parce que du coup, ça participe aussi à la meilleure répartition de la richesse produite par tous. Un système simple, efficace et facile à mettre en place. Et on sauve les retraites, et même on peut partir à 60 ans si on veut. Deuxième mécanisme qu'on peut faire aussi, c'est mettre une taxe sur les différences salariales. Parce qu'en fait, il y a des différences salariales. On sait par exemple que les femmes sont un peu moins payées que les hommes. Cette différence-là, on peut justement la taxer. Hein, on pourrait mettre une taxe très simple en disant on calcule la moyenne des salaires des hommes dans l'entreprise et la moyenne des femmes dans l'entreprise. On calcule la différence, on met un coefficient, ça fait un montant. Pareil, la médiane, on prend la médiane des salaires des hommes, la médiane des salaires des femmes, on fait la différence, ça fait un montant. On additionne les deux montants, c'est le montant de la taxe. Voilà. Le montant de la taxe, il est affecté aux retraites, et puis l'entreprise a tous les moyens, toutes les possibilités qu'elle veut pour justement diminuer la taxe, puisque la différence salariale, c'est elle qui décide de qui touche quoi et qui est à quel niveau de l'entreprise. Donc l'entreprise est libre de régler le problème de la différence salariale. Une autre solution encore, c'est de s'attaquer au temps partiel, parce que les temps partiels, il y en a plein. Il y en a des volontaires et il y en a des involontaires. Dans tous les cas, les temps partiels, quand vous êtes, je sais pas moi, à 70%, vous cotisez pour la retraite à 70%. Et du coup, vous perdez de la pension. Ce qui est dommage, ce qui est dommage. On pourrait très bien dire que tous les temps partiels, dès qu'ils sont mis en place, ils sont à un pourcentage donné, 70, 80, 50, peu importe, mais que les gens cotisent à 100%. Ils cotisent comme s'ils faisaient un temps plein pour leur travail. Alors ça va baisser leur salaire, hein, bien sûr, sur le fait, mais au moins ils auront une pension. Et par contre, les gens pourraient opter pour dire, moi je préfère cotiser à moins, puisque je suis à 30%, et je veux cotiser, je suis à 50 par exemple, et je veux cotiser à 70 ou à 60. Voilà, ce serait une liberté des personnes. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes à temps partiel, vous cotisez partiellement, et c'est à vous de faire la demande pour cotiser à plein régime, d'accord? Et cette durée de cotisation à plein régime, elle est limitée dans le temps. C'est que vous pouvez le faire que pendant un temps donné. Je dis, mais c'est complètement absurde. Déjà, il faudrait faire sauter ça. Si on annule ça complètement, on dit tous les temps partiels, les gens cotisent à 100%, comme ça fait des cotisations en plus, les gens cotisent vraiment pour leur retraite, ils profitent de leur vie parce qu'ils sont à temps partiel, et puis s'ils sont en difficulté financièrement, ils peuvent diminuer leur pourcentage de cotisation, mais c'est un choix personnel, c'est une liberté, et c'est à la fois une liberté pour la personne et un choix pour la société. Du coup, voilà, j'ai donné 3 pistes, simples, hein. Répartition de la richesse avec une provision de 20% du bénéfice à redistribuer, qui génère, voilà. La lutte contre les différences salariales, donc c'est bien, ça travaille pour l'égalité femmes-hommes en plus, donc on progresse, d'accord? Et puis les temps partiels, travailler sur les temps partiels. La grande question finalement de cette réforme des retraites, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Est-ce que le projet, c'est juste une gestion comptable de l'économie et de la vie, ou est-ce que la vie a un autre but que juste être productif, consommer, et puis mourir au bout? Je veux dire, bon, ça, mourir au bout, on ne pourra rien changer. Mais par contre, avant, on peut changer pas mal de choses, on peut faire des choix de société. On peut faire des choix de société positifs. C'est des choix où les gens vivent mieux, où les enfants vivent mieux, où les personnes peuvent vivre ensemble, avoir des liens sociaux, ne pas se préoccuper de savoir ce qu'ils vont manger, de savoir s'ils vont pouvoir se chauffer correctement l'hiver. Voilà. Et puis en plus, il y a un dernier point, j'en parle à la fin, mais le gouvernement a dû lui en parler au début, c'est qu'on est en train de vivre une catastrophe climatique, hein, le climat est en train de changer. En même temps que cette catastrophe climatique, on vit une pollution généralisée des espaces naturels et en même temps on vit une destruction généralisée des espaces naturels. On le voit dans toutes les grandes forêts d'ailleurs, en Amazonie notamment, mais aussi en Asie du Sud-Est, hein, il y a aussi des grandes forêts primaires qui sont détruites, notamment pour faire de l'huile de palme. Donc on est vraiment face à un mur qui est face à nous. On continue d'accélérer puisque les gouvernements subventionnent des entreprises qui investissent massivement dans les hydrocarbures et dans les énergies fossiles en général.
Alors qu'on devrait justement arrêter ces subventions à ces secteurs-là très polluants et puis commencer à organiser une transition, c'est-à-dire changer nos modes de production, changer plein de choses. C'est une urgence. On n'avait que 2, 3 ans, là, disaient différents experts scientifiques. Bon, bah, le gouvernement actuel, lui, quoi il pense là, juste maintenant, c'est faire une réforme des retraites. Excusez-moi, mais en fait, on a un gouvernement qui est radical, qui est totalement radicalisé, qui gère l'économie de manière unique et sans voir le contexte de cette économie et sans voir les conséquences socio-économiques qu'il peut y avoir pour les personnes, pour les Français. Voilà. Ça pose question pour le moins, et surtout quand on voit que ce gouvernement se prévaut d'une élection en disant oui, mais c'était dans notre programme, on a été élu pour faire ça. Monsieur Emmanuel Macron a été élu avec 20% des suffrages au premier tour. Et au second tour, vu le mode de scrutin dramatiquement nul qui est celui qui est choisi pour choisir le président, ben, il a été élu non pas pour son programme, mais plutôt pour éviter que l'extrême droite passe, quoi. Donc voilà. Et maintenant, ils sont en train d'expliquer aux gens que c'est pour leur bien. Mais l'information du coup qui est intéressante, c'est que le 7 mars, il y a un grand mouvement justement de protestation et de manifestation. Donc je vous invite tous à y aller nombreux. Si vous pouvez déclarez-vous gréviste. Si c'est trop dur financièrement, vous pouvez poser un jour de congé pour être à la manifestation. Voilà, il y a plein de solutions pour le faire. Mais je crois qu'il faut qu'on soit là pour bien faire comprendre à ce gouvernement que le projet de société, c'est pas juste du libéralisme économique. Ça, c'est une croyance que le marché serait un optimum. Il y a de très nombreuses études qui montrent que c'est faux. Le marché, actuellement, il détruit la planète. Il a une conséquence directe, hein. Il détruit la planète en plus pour produire des futilités. C'est-à-dire beaucoup de gadgets. Voilà. Et pourquoi? Et ça sert à quoi? Je veux dire, ça sert à quoi? C'est quoi l'objectif de société? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Bah, je pense que moi, je sais pas ce qu'on veut faire ensemble, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si chacun peut vivre correctement et avoir un niveau de vie minimum qui lui permette de s'épanouir personnellement, bah, je pense que ça peut être un objectif. T'en penses quoi, toi?